Bonjour à tous, je suis Hervé Van Rijn, fondateur du groupe RH Performance, ce groupe spécialisé dans le recrutement, la formation, l'assessment, le coaching, le team building et l'outplacement. J'ai ce plaisir inouï d'animer ce podcast que nous avons appelé la première fois un podcast dédié à la vie des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Arnold Fouquet. Alors Arnold, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on s'est d'abord croisés dans des bars, souviens-toi, avant de se croiser après dans des endroits plus professionnels. Et je crois que la rencontre s'est faite au sein de Réseau Entreprendre. Un Réseau Entreprendre dans lequel, tu pourras sans doute en parler tout à l'heure, je pense que tu as amené, pas qu'avec tes petits bras, mais peut-être encore plus de sens, une vision qui est engageante, mais tu nous en parleras. D'accord. Puisque j'ai la chance de recevoir un serial entrepreneur et un serial entrepreneur qui s'est engagé sur des causes tout à fait justes. Arnold, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette courte présentation que je viens de te faire ? Écoute, elle me fait bien plaisir. Elle me convient. Elle te convient ? Ouais, dans le sujet. Super. Durant ce podcast, je vais être amené à te poser de nombreuses questions. Et je propose toujours à nos participants, à nos invités, de pouvoir utiliser, s'ils le veulent, un joker. L'idée du joker, c'est quoi ? Si je te posais une question à laquelle tu ne souhaitais pas répondre, mais tu peux utiliser ce joker. Est-ce que tu souhaites accepter ce joker ou bien tu es très challengeant et tu dis pas besoin de joker ? Moi, je vais dire pas besoin de joker jusqu'à ce que j'en ai besoin, quoi. Non. Ok, écoute, c'est une très bonne réponse et je te remercie. Arnold, j'avais envie de démarrer ce podcast. Mardi soir, il y avait cette soirée du monde économique lillois qui s'appelle la soirée des lauréats de Réseau Entreprendre. Arnold en est le président. Et puis, quand tu as fait ton mot d'accueil sur la scène devant 2000 personnes, tu t'es présenté. Et puis, en tant que serial entrepreneur, j'ai même découvert, je ne savais pas ça, tu as expliqué que tu avais créé 3 sociétés. Et sur ces 3 sociétés, je reprends tes termes, je crois, tu dis j'en ai planté 2. Ouais. J'ai découvert ça, parce que comme je te connaissais à travers la société qui aujourd'hui te fait vivre. Pour quelles raisons tu as, devant ce parterre d'entrepreneurs et autres, tu as souhaité mettre en avant le fait que tu étais un serial entrepreneur? Et dans le serial entrepreneur, souvent on se dit un serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des sociétés et tout fonctionne, en tout cas, on peut avoir cette visibilité. Là, tu as mis en avant ce côté serial entrepreneur avec 2 sociétés que tu as plantées sur 3. Pourquoi tu as voulu mettre ça en avant ? La soirée des lauréats de Réseau Entreprendre, elle se focalise beaucoup sur le succès, sur la réussite. Et moi, il me semble que l'apprentissage, l'échec, en fait, vient contribuer. En fait, on ne peut pas réussir pleinement si à un moment on n'a pas expérimenté, si on n'a pas été confronté à des difficultés. Et en même temps, je voulais rappeler que tenter, essayer, c'est ça qui amène à la réussite. Et aussi, également, j'ai beaucoup de considération pour ceux qui portent des initiatives. On n'est pas toujours couronné de succès, on ne le rencontre pas systématiquement. Mais c'est important pour moi de continuer. C'est ma nature de dire, en fait, on ne doit jamais renoncer aux choses auxquelles on tient. Ce choix de mettre en avant, de dire mot pour mot, j'ai planté 2 sociétés, c'était quoi ? Tu avais envie de créer un électrochoc, tu avais envie de surprendre un peu le public. Tu as raison, parce que souvent, cette soirée-là, on met en avant les gens qui ont créé leur société et on met en avant les succès. Tu souhaitais susciter quoi auprès du monde entrepreneurial ? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, d'être en sincérité avec le public auquel je m'adresse et de ne pas me cacher derrière un costume de success entrepreneur. De considérer qu'en fait, dans tous les parcours, on est confronté à des épreuves. Donc, c'est me retrouver dans une dimension d'authenticité par rapport aux entrepreneurs. En même temps, en exprimant que l'échec fait partie du parcours entrepreneurial, avoir cette reconnaissance avec tous les entrepreneurs qui peuvent, à un moment, rencontrer des difficultés. De dire, moi j'en ai connu, et je sais que là, dans le contexte dans lequel on évolue, dans l'environnement économique, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans le dur, entre guillemets, de dire, OK,
ça fait partie. Et, pardon. Et pour y arriver, en fait, il faut mieux assumer ces échecs que plutôt de dire, bon, ben voilà, en fait, on réussit jamais la première fois. Ok. Est-ce que tu me permets de faire un petit zoom sur ces 2 échecs entrepreneuriaux? Qu'est-ce que tu as appris de ces 2 échecs? C'est quoi? C'est des dépôts de bilan? Ouais. C'est des liquidations? Ouais. Avec du recul, est-ce que c'est facile d'en parler? Qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, ça m'a appris plusieurs choses. En fait, la particularité de ces 2 projets entrepreneuriaux, c'était 2 configurations d'entreprise où j'étais associé avec un autre porteur de projet. Ouais. La première fois avec un ami et la deuxième fois avec quelqu'un que je connaissais bien, mais avec qui on partageait un certain nombre de valeurs. Ce que ça m'a appris, c'est que je pense que à titre personnel, je suis fait pour... j'ai besoin d'avoir la main sur les projets que je mène. Ouais. Et avec toute la considération que je peux avoir, je ne suis pas un bon associé. Ouais. Parce que j'aime conduire un modèle entrepreneurial comme je le ressens. Donc j'ai appris sur moi-même. Ouais. Et de dire, en fait, on peut être un bon pote, mais on peut être un associé de brin. Ouais. Voilà. Et l'autre élément que j'ai appris, c'est que a toujours cette considération de dire, j'ai créé une boîte, c'est bon, je peux en créer une deuxième, une troisième. En fait, il y a cette forme d'appétence. Voilà, on dit, ouais, je sais tout faire. C'est cette fameuse première fois. Je l'ai fait une première fois, je peux le faire une deuxième fois. Bah oui. Ouais. Et puis en même temps, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. De dire, tiens, j'ai créé une boîte dans ce secteur-là. Il y a peut-être ce secteur-là, tiens, qui est plus rentable, plus performant, plus sexy. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas si facile. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce que ça m'a aussi enseigné, c'est ce rapport à la considération de dire, l'herbe n'est pas toujours plus verte qu'ailleurs. Ouais. Et concentre-toi peut-être sur ce que tu fais déjà bien, avant de regarder sur tout ce que tu pourrais faire. Est-ce que font les autres? Est-ce que ça... Il y a quelque part, attention à l'opportunité, à la recherche d'opportunités entrepreneuriales. En tout cas, il faut peut-être être vigilant là-dessus. C'est ça ton... moi, j'ai le sentiment à un moment d'avoir vécu une forme d'emballement entrepreneurial. Ouais. De dire, tiens, ce que je considérais déjà comme un premier niveau de succès par rapport à Vivat, de me dire, c'est bon, je continue, c'est bon, j'ai les codes, ça y est, je suis un manager, ça y est, je suis un entrepreneur. Bon, bim et bim, ouais. quoi. Ça t'est venu quand, cette envie de créer ta société, de devenir entrepreneur? Peut-être il y a plusieurs choses. En fait, il y a les moteurs qui sont liés à la création de l'entreprise que Vivat dans le secteur des services à la personne, et puis le rapport à l'envie d'entreprendre. Voilà, on vient toujours connoter entreprendre égale indépendance, liberté. C'est sûr que j'aime bien mener ma barque. Moi, j'identifie peut-être chez moi, dans mon parcours entrepreneurial, alors il y a un goût des autres et des interactions. J'ai envie je me nourris du contact, je me nourris de la nouveauté. Pour moi, il faut le progrès, ce qui est nouveau m'attire. Donc j'ai toujours envie de faire du neuf et d'inventer des choses. Moi, j'ai cette dimension un peu bricoleur. Et puis je crois que rapidement, dans les aventures entrepreneuriales, moi j'aime bien travailler collectivement, et je suis peut-être un peu feignant. C'est-à-dire que dans la démarche entrepreneuriale, on délègue vite, normalement. Et donc on crée une aventure qui nous ressemble. Et puis finalement, on délègue à d'autres personnes des responsabilités pour aller là où on a envie. Et moi, je pense qu'il y a j'ai un rapport à la paresse qui est assez particulier. Je n'ai pas l'impression que tu as répondu à mes questions, donc je vais la reposer. Ça t'est venu quand, cette envie de créer ta société, cette envie de devenir entrepreneur? Alors, concrètement, ça m'est venu, en fait, donc je sors de l'ESPEM, je pars dans mes premières aventures professionnelles dans le monde de la communication. Dans la communication employeur dans les années 2000, avec vraiment des gros enjeux de recrutement dans les CS2I, révolution Internet, changement de contexte et de marché.
Mon papa a une activité qui s'arrête dans la construction de bâtiments. Il me propose de le rejoindre. Je travaille un peu avec lui. Mais en fait, c'est peut-être un rapport à la boucle, mais la relation d'associé avec mon père, elle fonctionnait pas non plus. Donc, Déjà. elle fonctionnait pas. Ouais, voilà. Et bon, cette nature entrepreneuriale qui me rattrape, et je me demande est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un champ, un marché qui serait présent sur lequel qui pourrait être en cohérence avec ce que Et j'aime. cette fenêtre, c'est Vivat? Cette fenêtre, c'est Vivat. Ouais, Ouais. ouais. Tu peux nous dire en 30 secondes ce que fait Vivat? Ouais. Alors, Vivat, c'est une structure d'aide à domicile. Donc, on intervient pour permettre à une personne âgée, en situation de handicap ou en convalescence, de pouvoir rester chez elle le plus longtemps possible, quelle que soit leur situation de santé. Est-ce qu'on peut dire que ton entreprise, elle porte des valeurs fortes? On peut dire que c'est une entreprise qui est engagée, qui a envie d'œuvrer, qui a envie de prendre soin de ses parties prenantes. En tout cas, c'est les mots qui me viennent. Est-ce que tu es en phase avec ça? Oui, je suis complètement en phase. Je pense que la particularité de Vivat, on va dire sur le contexte d'environnement sur lequel on intervient, donc on s'occupe d'un public fragile. Et je pense que le parti pris que j'ai adopté assez tôt, c'est on s'occupe d'un public fragile, mais avec des professionnels qui peuvent être aussi fragiles. Le métier d'auxiliaire de vie, pas toujours un métier considéré, c'est pas un métier sur lequel on s'oriente parfois spontanément. C'est un métier aujourd'hui où on retrouve, par exemple, beaucoup de jeunes mamans, foyers monoparentaux. Voilà, j'ai des professionnels qui peuvent avoir un quotidien fragile et qui vont intervenir auprès de personnes qui peuvent l'être également. Et je pense que mes convictions ont été que pour bien apporter un niveau de service élevé, eh ben, je vais bien m'occuper de mes professionnels. Est-ce qu'on peut développer une entreprise, faire du business et prendre soin? Est-ce que une entreprise qui est engagée sur des causes environnementales, sociales, sociétales, elle peut être rentable, elle peut se développer, elle peut gagner des parts de marché, est-ce qu'elle peut être pilotée comme une autre entreprise qui ne serait pas aussi engagée que la tienne? Moi, je crois qu'on peut faire les deux. Est-ce que tu fais les deux, toi, aujourd'hui? Est-ce que ton entreprise... Non, moi, je fais pas les deux. Ok. Moi, la rentabilité de mon entreprise est le fruit de mon engagement. Les métriques économiques, on les suit, mais ne sont jamais un sujet d'arbitrage. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fonctionnement de Vivat, ce n'est pas, par exemple, si on a une demande d'une famille qui a besoin d'être accompagnée au quotidien, c'est uniquement les professionnels de terrain qui vont valider s'ils sont disponibles pour répondre. C'est pas moi, en tant que chef d'entreprise, qui va dire, entre guillemets, cette demande-là, ce client-là, on le prend parce qu'on va faire du chiffre. C'est pas ça. Nous, la volonté, c'est si on fait bien, on le fait. Sinon, on le fait pas. Et l'indicateur économique vient en second plan? L'indicateur économique découle de notre capacité à bien faire les choses. Okay. Aujourd'hui, on se développe, on est sur des taux de croissance assez réguliers, avec notamment depuis le Covid, sur un développement, on va dire, d'à peu près 10% par an. On se développe parce qu'on fait bien notre travail. Ouais. On ne se développe pas parce qu'on va chercher des clients. Ok. Je voulais revenir sur une expression que tu as employée tout à l'heure. Tu as parlé, si mes souvenirs sont bons, d'associé de brin. C'est quoi un associé de brin? Un associé de brin, c'est... j'ai envie de dire, c'est une bonne question. Et tu me remercies de te l'avoir posé. Ah ouais. Là, je me dis, la carte du joker, j'aurais pas dû. Non, en fait, un associé de brin, je pense, c'est celui qui va à un moment ne pas chercher à trouver les points de contact pour des... Ok. Voilà, je pense que c'est ça un associé de brin. C'est celui qui va rester attaché à une conviction et du coup, s'il y a deux convictions, qu'il les défend coûte que coûte. Voilà, exactement. Ok. Je peux poser une petite question pour la gratter. De ce que j'entends, tu as travaillé avec ton père en tant qu'associé, puis tu as eu 2 projets entrepreneuriaux en tant qu'associé. Et quand je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que ça t'a appris, tu as notamment mis en avant le fait que tu n'étais pas fait pour être associé.
Si c'était à refaire, est-ce que tu avais besoin d'être associé 3 fois pour te rendre compte que... C'est facile à dire, hein, je pose la question, c'est toujours facile de refaire l'histoire. Ben, Est-ce que tu n'avais pas une petite musique qui pouvait te dire, tiens, est-ce que c'est le bon modèle pour moi? moi, je pense que j'ai besoin d'avoir les deux pieds bien dans la boue pour me rendre compte. Je veux dire, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Et donc, du coup, pour me rendre compte que quelque chose marche pas, il faut vraiment que je l'ai T'as en besoin face de le des vivre. yeux, qu'il soit revenu, retapé, et qu'à un moment donné, Ouais. ouais, en fait, voilà. C'était bien ça. Ouais, voilà. Et je pense que derrière mes interactions avec les gens font que je peux souvent confondre, on va dire, l'amitié ou la valeur d'une relation avec ouais, c'est pas grave, en fait, on est potes, ouais, ça va le faire, Ouais. on a une relation de qualité, donc ça va marcher. Et de fois, voilà, mal considérer ce que ça peut aussi exiger. Ouais. Quand tu me parles effectivement de cette association avec un membre d'une famille, avec un ami, est-ce que c'est pas ça aussi la complexité de mélanger les genres? Quand je dis mélanger les genres, c'est d'amener l'amour et l'amitié dans un monde professionnel. Est-ce que la complexité, elle n'est pas là aussi? Alors, moi, je suis convaincu aujourd'hui que le monde professionnel a besoin d'amour. Mm. Ça, et j'ai envie de dire, enfin, moi, aujourd'hui, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est d'apporter de l'amour. Mm. D'apporter de la considération, de la valorisation à tout mon écosystème. Les gens Mm. qui travaillent pour moi, comme les personnes qu'on accompagne. Mm. Je crois que mon job, c'est que ça. Par contre, dans le faire fonctionner une entreprise, je pense que là, il faut être clair. Voilà, il faut être clair. Et je suis très prudent aujourd'hui, par exemple, lorsque j'écoute, ah bah tiens, tel salarié, on pourrait faire inciter, il pourrait devenir aussi actionnaire. On pourrait, tiens, ouvrir l'actionnariat aussi aux clients. Enfin, non. Enfin, moi, aujourd'hui, ma conviction, c'est un associé, c'est un associé. Un salarié, c'est un salarié. Et puis après, il y a un écosystème dans lequel on intervient. Moi, je prône plutôt une clarification des rôles. Par contre, au sein de la boîte, il faut apporter de l'amour. Tu as employé un mot fort qui est donner de l'amour. Ouais. Ah, ça me fait penser à quelqu'un que tu as peut-être pu rencontrer, puis à son âme, qui s'appelle Guy Corneau, qui disait que l'être humain était sur Terre pour aimer et être aimé. Mhm. Et là, tu dis, moi, en tant que dirigeant, mon job, c'est donner de l'amour. Concrètement, ça veut dire quoi, donner de l'amour en tant que dirigeant? Alors, je veux dire, le premier élément sur lequel je m'appuie, c'est que mes collaborateurs, et je suis comme eux, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de supérieur aux gens avec qui je travaille, quel que soit mon rôle. Je suis fondateur, j'exerce la fonction de dirigeant, mais je n'ai pas un statut supérieur aux gens avec qui je travaille. Je suis plutôt à leur service. Donc, en fait, il y a un alignement. Je suis au même niveau. Voilà, je n'ai pas de statut particulier par rapport aux gens avec lesquels je travaille. Alors ça, j'entends, mais donner de l'amour, concrètement, quand on est dirigeant, ça veut dire quoi? Pour moi, mon quotidien, par exemple, c'est jamais juger. Quel que soit, évidemment, dans toute C'est quoi? entreprise, il y a des C'est erreurs. les accords Toltec? Ouais, Ouais. il peut y avoir. Ouais. Il y a un peu, il peut avoir enfin, c'est des apports Toltec, c'est un outil qui permet on va dire, de maîtriser une approche, mais le non-jugement des collaborateurs, d'être toujours attaché aux faits et toujours un espace de considération et toujours intégrer, on va dire, l'humanité complète de chaque salarié, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a une question qui me vient, c'est de dire, est-ce que pour donner de l'amour à ses collaborateurs, on n'a pas besoin d'être dans une entreprise qui se porte bien? C'est-à-dire qu'une entreprise qui serait en tension, en difficulté, c'est peut-être plus difficile de donner de l'amour à ce moment-là qu'une entreprise qui se porte bien. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée qui m'est venue? J'ai envie de te partager. Ouais. Après, dans mon secteur de l'aide à domicile, en tout cas, moi je fais un lien très fort, c'est que les entreprises où il y a de l'amour fonctionnent mieux que celles où il n'y en a pas. Donc à un moment, il y a un choix qui est fait. Moi, en fait, spontanément, quand j'ai créé mon entreprise, c'était pas des verbatim que j'utilisais. Moi, j'avais appris à manager, à faire des belles pyramides, à déléguer, à prendre des décisions. Il y a une forme de prise de conscience
de dire qu'en fait, à un moment, moi j'ai envie d'être dans mon entreprise comme je suis dans la vie de tous les jours. Et donc, de ce fait-là, de chercher cette forme d'alignement. Et cet alignement, il passe par cette sincérité aussi d'échanger. Voilà. Quand tu partages ce que tu me dis là, donner de l'amour à mes équipes, comment réagissent les autres entrepreneurs avec qui tu peux discuter, partager ça, si tu le partages? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils sont en accord? Est-ce que ça les questionne? Est-ce que ça les fait sourire? Est-ce que certains s'y opposent? Tu as quoi comme réaction? Bah, c'est varié. Quand tu évoques le fait de dire oui, mais à un moment, le contexte est difficile, je ne peux pas me le permettre, etc. Bah, oui, il y a j'entends des fois cette forme de crispation de ah ouais, mais business d'abord. En gros, je ferai ça quand j'aurai atteint tel ratio, etc. Ok, pour moi, c'est une croyance. Pour moi, c'est une croyance. Considérer que on va avoir des pratiques qui peuvent être violentes au nom pour viser un chiffre d'affaires et considérer qu'une fois qu'on l'aura atteint, ça ira mieux, je ne sais pas. Donc, et d'un autre côté, il y a des dirigeants qui évoluent aussi en termes de... et qui disent, mais en fait, moi, finalement, leur mission, c'est de porter un sens, c'est d'être à proximité, c'est d'accompagner les collaborateurs. Voilà, et c'est la place qui est peut-être aussi la plus agréable à vivre en tant que dirigeant. C'est de faire partie du bateau. C'est pas d'être celui qui incante. Et comment ils réagissent les entrepreneurs quand tu leur parles de donner de l'amour? Les réactions, elles sont comment? Ben, là, on en parle un peu comme ça, mais le terme d'amour dans le business, ça fait bizarre. Hein, Oui, enfin, d'accord. c'est quoi? T'es naïf, pas comme ça. Il y a un côté un peu utopique. C'est ça. Voilà. Mais donc, il y a un élément décalé. Mais moi, en tout cas, je suis le témoin. Je suis le témoin que cette manière d'aborder une entreprise, un modèle économique complexe, en y intégrant ce domaine des émotions et des relations, ça marche. Voilà. En fait, je n'ai pas à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais moi, je peux juste témoigner que ça marche. Et dans un environnement très complexe, très contraint. Ton message, c'est de dire, on peut être entrepreneur, on peut diriger des équipes nombreuses, on peut porter un projet, et aussi avoir des émotions, les assumer et les véhiculer. Oui, j'ai envie de dire deux choses. On risque rien à tenter. L'audace, c'est important, il faut entreprendre. Et on risque rien à aimer. On risque rien. Ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, si on parle, je te remercie de nous avoir partagé ces deux expériences apprenantes de l'association, et c'est pas moi qui vais effectivement te faire des remarques là-dessus, puisque j'ai été de nombreuses fois associé. J'ai envie de te poser une question. Une liquidation, une entreprise qui se termine avec un associé, c'est un divorce économique, ou en tout cas un divorce entrepreneurial. Est-ce que ces personnes-là, on les revoit? Est-ce que tu les as revues? Est-ce qu'il y a un lien qui a pu se recréer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé? C'est quoi le coup d'après avec ces associés dont on a dû se séparer? Alors, en tout cas, c'est douloureux. C'est que, voilà, tu évoques le terme de divorce ou de deuil, il y a de l'impact. Donc, moi, je me suis associé avec un ami d'enfance où le chemin de la liquidation a fait qu'on s'est perdu de vue. Mais en fait, c'est comme si en fait, on a perdu un enfant. Et donc après, la manière de rebondir, elle est pas la même. En fait, en gros, j'étais déjà reparti sur autre chose. J'avais d'autres boîtes. Et je pense que ça a joué dans la manière d'aborder les choses. Et du coup, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Et voilà. Et sur l'autre projet, c'est pareil. En fait, chacun a repris ses activités. Le projet commun, voilà, il y avait une envie partagée. C'est-à-dire, tiens, on fait un couple, on s'aime bien, on se kiffe. Ça ne matche pas. Chacun repart de son côté. Voilà. Mais donc, dans les deux cas, il y a eu beaucoup de changements. Ok. Donc, tu as beaucoup appris de ces expériences plus difficiles. Est-ce qu'on n'apprend pas, dans le monde entrepreneurial et pas que, peut-être encore plus de ces moments difficiles que des moments
peut-être de croissance, des moments plus agréables que tu peux avoir, notamment avec Vivat? Alors, moi j'ai plutôt le sentiment de... Quand j'essaie de dire, ah, tiens, qu'est-ce que j'ai appris de mes succès? En fait, moi, ça m'inquiète, le rapport au succès, parce qu'en fait, c'est là où justement où ça peut me faire sortir en termes de posture vis-à-vis de mes collaborateurs. C'est-à-dire, en fait, le succès vient nourrir l'ego et peut t'éloigner en termes de prise de conscience du rôle que tu as joué. Donc moi, je suis plutôt inquiet alors, Tu es il y plutôt a deux méfiant, choses. Hein. ouais, méfiant du succès. Quand je Ouais. gagne, j'adore gagner. Mais en même temps, je reste prudent et attentif sur les effets que ça peut m'apporter. Mm. Et par contre, j'aime passer du temps à éplucher les raisons des échecs. Okay. Moi, j'aime bien aller gratter, de dire pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il aurait fallu que ça, voilà, comment ça aurait dû fonctionner, à quoi ça s'est joué. Voilà. En fait, je veux dire, j'adore ce qui marche pas. Voilà, j'adore ce qui marche pas pour essayer de comprendre. Ok. Je vais maintenant m'adresser à Monsieur le Président, parce que vous ne le savez pas. Arnold est président de Réseau Entreprendre Nord. Pourquoi tu as accepté ce mandat? Et puis la deuxième question que j'ai envie de te poser tout de suite, puisque tu l'as accepté pour amener quoi à Réseau Entreprendre Nord? Alors moi j'ai accepté ce mandat parce qu'en fait cette association Réseau Entreprendre Nord, en fait elle a changé ma vie en tant que dirigeant. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait rencontrer des dirigeants expérimentés qui ont posé un regard bienveillant sur mon parcours entrepreneurial et en même temps qui m'ont éveillé. Je pense à mon premier accompagnateur, Yves Lacomblé, qui, en fait, moi, j'ai arrivé, le mec qui sort de l'école, tout feu, tout flamme, qui veut faire 50 trucs, mais qui est lisible. Et lui, il me dit, mais en gros, calme-toi, mais voilà, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien, tranquille, voilà. On peut peut-être ajouter que Réseau Entreprendre, c'est des chefs d'entreprise qui sont au service des porteurs de projets pour aider les entreprises à se créer, se développer, créer de l'emploi. En fait, c'est dans cette association-là, au-delà de l'accompagnement du dirigeant, on rentre dans un écosystème où, en fait, ce sont les chefs d'entreprise qui accompagnent les chefs d'entreprise. Et donc, on rentre dans un environnement d'interaction avec énormément de... Il y a de l'échange d'expériences, évidemment, et puis en même temps, il y a beaucoup de bienveillance. Et donc, Réseau t'a aidé avec ce premier accompagnement où tu as cet effet miroir qui te permet de te canaliser, d'apprendre, etc. Ok. Je reviens sur ma question. On te proposait de président. Pourquoi tu acceptes cette mission? Tu l'acceptes pour quoi faire? Pourquoi et pourquoi faire? Alors, je l'accepte parce qu'en fait, déjà, il y a une forme de reconnaissance de la confiance qui m'est faite pour me confier ce mandat. Et moi, en termes de réciprocité. On peut dire que ça nourrit l'ego du chef d'entreprise? Oui, ou même de dire... en fait, je ne suis pas allé pour une question d'ego, mais pour une question de dire, OK, si vous estimez que je peux être la bonne personne pour, on va dire, garantir les valeurs de l'association pendant les années qui viennent, je veux bien. C'est pas... moi, j'ai pas identifié le mandat comme un faire-valoir. Hein. J'ai identifié le mandat comme... cette association m'a beaucoup apporté. Je suis très heureux d'y avoir fait, d'y avoir partagé toutes les différentes étapes d'un entrepreneur. Si vous estimez que je peux garantir quelques années ce qui fait son ADN et ses valeurs, je veux bien. Voilà. C'est dans cette idée-là que je suis. Et donc, mon rôle là-dedans, c'est cette forme de gardien du temple. Hein, voilà. Tu es président depuis combien d'années maintenant? Je vais rentrer dans ma 3e année. Ouais. Moi, vu un peu de l'extérieur et aussi de l'intérieur, j'y vois un virage que prend l'association en passant d'un modèle d'accompagnement peut-être un peu classique à quelque chose dans lequel on va intégrer les engagements environnementaux, sociaux, sociétaux des entreprises. On les sensibilise, on les accompagne là-dessus. Et je l'associe à ta présidence. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Moi, les enjeux quand on m'a confié ce mandat, était de... moi, j'ai besoin de connexion avec des rapports au sens. Il faut qu'il y ait du sens. Et le sens, dans l'association Réseau Entreprendre Nord, il pouvait être davantage visible et il pouvait être davantage partagé. Alors, je suis arrivé à un moment où aussi l'association allait entamer un travail de vision. C'est pas moi qui dis, alors, on change tout, on recommence. Mais j'ai été attentif à ce que y ait cette résonance. C'est-à-dire, à un moment, voilà, on ne doit pas se contenter d'être un éventail technique de moyens au service d'un porteur de projet, mais on doit vivre en profondeur nos convictions. Voilà. Et donc c'est cette dimension auquel j'étais attaché. Je suis resté attentif à ce que ce soit simple et engagé. Et en même temps, qu'on ait un message à faire passer. 3 ans plus tard, tu es fier de quoi? Moi, j'aime bien regarder dans les rétros ce qui a marché. Il y a un changement de direction au niveau de l'association Réseau, et donc c'est de dire, ça a quand même beaucoup d'impact. Donc c'est d'assurer la continuité des équipes et leur bien-être avec l'arrivée de Richard Desgezel. Mon attachement, il est que, en fait, cette association, dans le contexte qu'elle peut traverser aussi, on va dire le contexte économique, une association, elle vit d'adhésion et de dons. Donc, elle se porte bien. Elle accompagne un nombre conséquent de dirigeants. Donc, moi je suis content, en fait, de la dimension, j'ai envie de dire, en même temps, elle s'humanise. Il y a une forme de... on fait tomber un peu les armures, les outils, et on joue de l'altérité. On est dans les interactions, on accompagne les dirigeants tels qu'on est. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis plutôt fier, que ce soit davantage visible. Et en même temps, elle est taillée pour le gros vent et accompagner les entrepreneurs, quelles que soient les situations qu'ils peuvent rencontrer. À propos de gros vent, une année 2024, a priori difficile pour le monde de l'entrepreneuriat. Comment tu vois l'année 2025 pour les entrepreneurs? En fait, ma conviction, c'est que les contextes là, de crise ou de modèles contraints, on a cette perception qu'en fait, on va être dans une continuité de rythme de crise. Et donc, les enjeux, c'est d'avoir des entreprises qui soient robustes, qui soient agiles. Et de voir aujourd'hui, quels que soient les modèles, quels que soient les secteurs d'activité, c'est comment un entrepreneur peut faire en sorte que son entreprise soit en capacité d'affronter du gros vent, qu'elle soit agile. C'est-à-dire capacité à être au contact des marchés, une sensibilité à l'écoute de ce qui se passe, donc capacité d'adaptation, capacité d'écoute, capacité à faire des choix rapidement. Voilà, pour moi, les enjeux sont là. Quand on emploie le mot robuste, ça me fait penser à une experte que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Emmanuel Joseph Bailly, qui a écrit un livre qui s'appelle « La stratégie du poulpe ». Et ce qu'elle dit, son bouquin, c'est s'inspirer de la nature pour repenser nos organisations, et notamment elle fait ce parallèle entre la robustesse de la nature et la fragilité de nos modèles. Est-ce que ça te parle, ce type de concept? Alors moi ça me parle complètement. Aujourd'hui, par exemple, le modèle de développement de Vivat ne se fait qu'en fonction d'éléments naturels. C'est-à-dire, je n'ai pas de feuille de route stratégique pour dire dans 3 ans, on aura des équipes d'aide à domicile dans telle ville, sur tel territoire, à l'international. Non. On ne se développe que là où on a des espaces qui sont propices pour nous développer notre offre de service. Aujourd'hui, on est fortement présent sur le Dunkerquois pour 2 raisons. C'est parce qu'un jour, on nous a appelés là-bas et puis on s'est dit, on va essayer. Et on s'est retrouvé sur un territoire où en même temps, on arrivait à recruter des auxiliaires de vie qui correspondaient à nos valeurs, qui aiment travailler ensemble,
qui ont un niveau d'empathie, un niveau d'engagement qui est assez élevé. Et en même temps, on était sur un territoire où il y avait beaucoup de besoins d'accompagnement. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, mon entreprise se développe uniquement là où le en terrain fonction est d'éléments fertile. naturels. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, mais j'aime beaucoup le parallèle. L'une des dernières questions, on parlait de réseau entreprendre. Pourquoi c'est important de se faire accompagner par des assos comme Réseau Entreprendre ou autres? Ben, en fait, bon, voilà, moi, je considère que si j'avais pas, alors, hein, avec des si, etc., mais j'ai peut-être gagné beaucoup d'années de vie d'entrepreneur. Voilà, j'aime bien me cogner la tête contre les murs, mais j'aurais peut-être pu me cogner encore plus longtemps s'il n'y avait pas des mises en relation que peut proposer l'accompagnement de Réseau Entreprendre. Je pense qu'en fait, en gros, d'être confronté sur l'accompagnement à la bienveillance vous encourage aussi à un moment à la réciprocité. Et donc, du coup, je crois qu'aller chercher l'accompagnement vous mettra un jour en capacité d'accompagner et ça crée un cercle vertueux. Voilà, on sort des modèles économiques de la défiance. C'est, ah ouais, je crée ma boîte, mais on va me piquer mon concept. Mais non. On arrive au terme de ce podcast. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais vraiment adoré que je te pose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton parcours ou ton témoignage en tant que lauréat, président, entrepreneur? Non, j'ai évoqué en fait l'élément, en fait, ce qui aussi a construit aujourd'hui mon activité économique, c'est, par exemple, je n'ai jamais fermé ma porte aux concurrents. Les mecs qui ouvraient la même activité que moi en face, qui disaient hey, bonjour, bah, ouais, et alors, et tu bosses? Bah, moi, j'ai toujours été ouvert. Quand on a abordé le changement organisationnel pour la mise en place des équipes auto-organisées, il y a eu, voilà, les gens m'ont appelé, curieux, comment vous faites et comment tu fais, etc. etc. Et en fait, moi, j'ai accueilli des curieux, je passais du temps au téléphone. En fait, je considère que il n'y a pas de valeur ajoutée à cacher ce en quoi on croit. Voilà. Après, si un concurrent a envie de faire comme vous et il trouve que ce que vous avez fait, c'est une bonne idée et qu'il le fait mieux que vous, bah, je vais te dire, il a raison. En fait, moi, ça m'encourage plutôt à dire, OK, vas-y, si tu fais mieux que moi, peut-être que j'apprendrai de ce que tu vas faire. Et peut-être que je te copierai aussi derrière. Eh ben ouais. Donc, quelque part, le conseil que tu nous donnes, c'est dire ne pas forcément avoir peur des concurrents et qu'on peut apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de nous et réciproquement peut-être créer quelque chose ensemble. Oui, tout à fait. Je crois au modèle d'entreprise porte ouverte. Ouais. Merci Arnold. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, excellent. J'espère que je pourrai revenir en deuxième saison. Évidemment. Ok. Nous allons prendre date rapidement. Arnold, merci beaucoup. Merci Hervé. Merci.